Je recommence. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance numéro 4 du 18 mai de la Commission de la culture, loisirs, sport et plein air. Je me présente Nancy Robichaud, présidente de la commission. Je suis accompagnée de mes collègues, Mme Joanie Belrose, M. Guillaume Lirette-Gilna et Mme Catherine Boileau, ainsi que M. Jean-Yves de la Rougerie, directeur des sports, de la culture et de la vie communautaire, ici à ma gauche. Anne-Janique Lépine, chef de la division de la culture. Andréane Ferland, conseillère en loisirs, division, loisirs et vie communautaire. Je l'ai drôlement inscrit, c'est comme ça, hein, ça a sorti drôle. Nicolas Vanas, chef de la division des sports. Madame Josiane Caron-Côté, secrétaire de la division du SACVC. Madame Prisca Gilbert, coordonnatrice au soutien aux élus. Et Madame Cyrielle Fleury, conseillère principale à la direction générale. Bienvenue à nos invités qu'on va vous présenter lorsque votre point sera arrivé. Et bienvenue aussi à Monsieur Cadieux qui est en ligne. Et je crois il y a Madame Geneviève Mathieu qui est en ligne et il devait avoir Paul Jeune qui devrait se joindre à nous sous peu. Donc, bienvenue à vous tous. Donc, adoption de de convocation, ça va pour tous, on est tous là. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que l'ordre du jour tel qu'il est présenté vous convient? Oui. Donc, ensuite de ça, le procès-verbal, nous sommes au point 4.1.1, lecture et dépôt du procès-verbal du 3, numéro 3 du 20 novembre. On... Ouais, j'ai été dyslexique de ma lecture parce qu'il était vraiment écrit en avril. Donc, vous faites bien de me revenir. Donc, pour le procès-verbal, lors du plénier huis clos, tantôt, l'atelier de travail huis clos, on a eu la demande que le procès-verbal soit reporté pour fin de validation. Donc, je présume que ça prend quand même un demandeur officiel, là. Est-ce que quelqu'un lève la main? Guillaume, il y a un appuyeur. Est-ce que ça soit reporté? Madame Boileau. Donc, il sera reporté pour fin de validation. Cependant, pour le point 5.1, qui était le développement des bibliothèques avec la résolution dans le but de réaliser une planification stratégique du développement des bibliothèques, ce point-là doit poursuivre. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que la démarche se poursuive? Donc, Guillaume, Joanie et Catherine, pour ne pas retarder le processus là, un mois, vu que c'est pas mal dans les temps, il faut suivre Mme Angélique à suivre. Donc, très bien pour ça. Ensuite de ça, nous y allons avec le point 5, dossier relatif à la culture, avec le soutien aux artistes et artisans d'art. Madame Lépine, allez-y, je vous laisse présenter vos invités et faire une introduction. Très bien. Alors, merci beaucoup. Donc, effectivement, nous allons vous présenter la démarche, le suivi des actions concernant un projet de soutien aux artistes professionnels sherbrookois. Je suis accompagnée de M. Pierre Minot, directeur général du Conseil de la culture de l'Estrie et membre du comité aviseur du projet, ainsi que Mme Marianne Mondon, agente de développement au Conseil de la culture de l'Estrie et responsable là, du développement du pôle culturel au Conseil de la culture de l'Estrie. Et je suis accompagnée aussi de Mme Geneviève Mathieu, qui est avec nous en visioconférence. Et aussi, je souligne la présence de ma collègue, Mme Nadine Carrière, qui est avec nous et qui porte aussi le projet là, avec Mme Mathieu et moi-même. Alors donc, je vais partager l'écran pour que vous puissiez avoir accès au visionnement, au PowerPoint, pour vous donner un peu là, les grandes lignes qui se présentent. On se rappelle donc que le programme, le projet de soutien aux artistes, évidemment, ça s'inscrit dans la politique culturelle de la ville, surtout par le volet, assez étonnamment, mais il faut s'en rappeler, par le développement économique. Parce que le projet d'obtenir, de fonder un organisme indépendant, c'est par le volet entrepreneur. Donc, tout artiste en lui-même est entrepreneur. Il n'a pas une entreprise nécessairement, mais il doit concevoir son produit, le mettre en marché, le diffuser, le conserver et le faire connaître. Alors, on est vraiment dans cette perspective. Et évidemment, nous l'avons dit à plusieurs reprises, mais la culture est un pilier de développement durable et c'est vraiment dans cette sphère-là que s'inscrit le projet. Je tiens à préciser, avant de continuer, que la présentation sera faite en deux volets. Le volet d'une dizaine de minutes que je fais présentement avec vous et par la suite, je laisserai la parole à mes invités qui expliqueront comment le Conseil de la culture de l'Estrie est un partenaire de premier plan dans ce projet
notamment par le pôle culturel. Donc, ils vont expliquer brièvement qu'est-ce que le pôle et comment ça pourrait s'arrimer au projet là, que nous souhaitons mettre en œuvre. On se rappelle donc dans la politique culturelle, simplement, il faut se rappeler que c'est un projet de leadership partagé. Donc, la ville, évidemment, est la première, est en tête de liste là, pour pouvoir réaliser le projet, mais c'est vraiment un service mutualisé qu'on souhaite offrir aux artistes avec l'aide de nos partenaires. Ce n'est pas l'organisme lui-même qui va générer les services, mais c'est les partenaires avec lesquels on va s'associer qu'on va pouvoir offrir les services aux artistes. Pourquoi une structure indépendante? Parce que la question, nous la soulevons et nous la répétons. Beaucoup de gens avec lesquels on fait des approches nous demandent, mais il existe déjà des services sur le territoire. Et pourquoi le Conseil de la culture de l'Estrie lui-même ne pourrait pas prendre le projet et le mandat en main? Et puis, ces questions-là, on va y répondre un petit peu plus loin, mais sachez que nous poursuivons toujours l'analyse, à savoir est-ce que l'organisme est toujours pertinent, est-ce qu'il y a des organismes qui peuvent prendre le relais et on se rend compte que finalement, les services que nous souhaitons offrir aux artistes sont parcellaires et éparpillés aux multiples partenaires. Donc, il n'y a pas une seule porte d'entrée pour nos artistes. Ils doivent faire la tournée. Et là, ce qu'on dit, c'est que et s'ils n'avaient qu'une seule porte, un organisme mandataire de la ville à laquelle on va pouvoir aussi les référer à nos organismes partenaires. Trois grands services seraient offerts. Donc, d'une part, des services aux artistes, c'est-à-dire des services personnalisés pour leur projet. Par exemple, un artiste qui souhaite ouvrir un marché aux États-Unis, au Vermont, par exemple, on lui, à ce moment-là, attribuerait une ressource pour son projet pour qu'il puisse ouvrir son marché. Est-ce qu'il va avoir comment il peut mettre en marché son travail au plan fiscal, au niveau des douanes, comment il doit travailler, comment il doit adapter sa promotion à un marché américain. Alors, c'est un exemple de service. Alors, on pourrait cibler une personne que le pôle culturel, d'ailleurs, pourrait nous référer et on achèterait une banque d'heures, par exemple, et on l'offrirait à l'artiste qui en souhaiterait avoir le service. Donc, service professionnel, présentement, l'offre est incomplète sur le territoire parce qu'il n'est pas spécifique à l'artiste individuellement, à part, bien entendu, le Conseil de la culture le dira tout à l'heure, des projets de compagnonnage qui se déroulent 2 ou 3 fois par année. Mais nous, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent et c'est avec le pôle qu'on pourrait aussi y arriver. L'organisme souhaiterait aussi constituer un fonds faisant appel au secteur privé. Alors donc, tout simplement pour pouvoir bonifier le programme de bourse et évidemment les services rendus et confier la gestion d'ateliers résidences. Ça a été très demandé par le milieu culturel, les ateliers résidences à court ou moyen terme. Parfois, les artistes ne veulent pas un bail d'1 an. Ils ont un projet spécifique. Il dure 3 ou 4 mois dans sa création. Est-il possible de louer des espaces pour 3 ou 4 mois? À ce moment-là, la ville achète l'organisme achète une banque d'heures de location de mois, peut-être 2, 3 mois, puis on peut l'offrir à l'artiste. Et c'est toujours aussi avec le pôle culturel que ce serait peut-être possible. Je laisserai maintenant la parole à ma collègue Geneviève Mathieu pour vous expliquer comment le projet se déroule en 2 phases. Donc, merci beaucoup. Alors, le projet se présente en 2 phases. La première phase que vous connaissez, que le conseil a adoptée, effectivement, on a fait une refonte du programme de bourse. Donc, il y a eu une grande consultation. On est même allé en consultation publique. Donc, on a entendu les besoins de nouveau de nos artistes, artisans d'art, et on a mis en place le programme de bourse en 2021. Cette année, on a souligné justement notre deuxième cohorte, je pourrais dire, là, de nos boursiers. Donc, c'est un programme qui est agrémenté d'un montant annuel là, de 75 000 là. Donc, ça fait 2 ans. Là, donc, en 2 ans, on a remis 150 000 à nos artistes sherbrookois. Donc, ça a été la première phase. On vient, en fin de compte, on rentre dans notre deuxième phase parce que c'était la première étape. Il y avait une étape aussi de réglementation parce qu'on devait aussi apporter des modifications dans notre réglementation municipale pour pouvoir être autorisé à donner des bourses à des artistes. Donc, comme Adjane disait, on est vraiment dans notre deuxième phase. Alors, on remet en place le comité aviseur. Donc, on est allé chercher
de base, en fin de compte, déjà des partenaires qui ont déjà des ententes avec nous. Donc, l'Université de Sherbrooke, on était chercher Joanne Lamoureux, qui est la directrice générale du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. Donc, elle est partenaire. On a une entente avec l'Université de Sherbrooke spécifique sur le développement culturel. Après, on est aussi allé chercher, évidemment, le Conseil de la culture de l'esprit avec M. Pierre Minot et Sylvius Bergeron. Donc, on a avec eux une entente concernant justement le pôle culturel. On vous en parlera un petit peu plus longuement tantôt. On est aussi allé chercher une conseillère en gestion au niveau de Entreprendre Sherbrooke, parce qu'on se rappelle que c'est tout sous l'angle de l'entrepreneur qu'on réfléchit actuellement, qu'on analyse toujours là, pour la mise en place de cet organisme-là. Donc, on avait besoin de notre expert en entrepreneuriat. Donc, on était allé chercher Entreprendre Sherbrooke avec Stéphanie Côteux, qui nous aide aussi. Il y avait eu déjà un modèle d'affaires et on est en train de l'analyser, de le critiquer, de le modifier, de l'adapter. Donc, on poursuit en fin de compte ce travail-là avec eux. On est aussi, Sherbrooke, on a innové il y a quelques années avec la mise en place d'Excellence sportive Sherbrooke. Donc, un projet, justement, un organisme mandaté justement en soutien au niveau des athlètes. Donc, leur expertise avec l'expérience qu'ils ont. Rémi Fontaine est avec nous comme directeur général et les discussions sont très intéressantes de faire cette analogie entre le milieu des athlètes et le milieu des artistes. Fort différents, mais il y a quand même des similitudes. Donc, on les regarde. On regarde aussi au niveau de leur gouvernance, comment ça fonctionne, comment ils ont établi des partenariats, quels sont les services. Donc, tout le cadre un peu qu'ils offrent, en fin de compte, de soutien au niveau de ces athlètes-là. On se rappelle que cet organisme-là a été mis en place pour, en fin de compte, retenir nos athlètes ici et de développer, en fin de compte, une offre, en fin de compte, là, de services auprès de nos athlètes. Donc, c'est ça qui est vraiment fort intéressant. Puis, on peut être fiers de nous parce que notre petit bébé, le gouvernement l'a trouvé tellement intéressant qu'il en a développé 7 autres à travers le Québec. Donc, ça, c'est vraiment fort intéressant. Anne-Jannick, le... Pardon, si tu peux me remettre la présentation, s'il vous plaît. Continue, Geneviève, continue. Je Je reviens. ne l'ai pas devant moi, alors je regardais vraiment. OK. Voilà. Évidemment, on ne pourrait pas tenir ce comité sans avoir un artiste avec nous. Donc, on a Mme Élise Legrand, qui est artiste professionnelle en danse, boursière cette année, justement. Donc, elle est une personne ressource. Elle nous remet vraiment, comme je pourrais dire, sur le plancher des vaches, sur la réalité, en fin de compte. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'Élise aussi, elle a un profil entrepreneur. Donc, elle a sa compagnie. Donc, elle est vraiment au cœur. Elle vient vraiment nous alimenter, nous remettre la réalité. Et nos collègues, on a Jean-Yves Larougerie, moi et Anne-Jannick qui est sur le comité là, pour faire avancer les travaux. Merci beaucoup, Geneviève. Alors, donc, nous poursuivons maintenant. Je vais prendre le relais très brièvement. Mon micro est ouvert. Mon micro est ouvert, je m'approche un petit peu plus, pardon. OK, alors voilà. Alors, donc, très brièvement, voici le portrait de l'offre actuelle des partenaires. Je vais y aller brièvement, on l'a devant soi. Vous réalisez dans la première colonne, évidemment, ce sont les services, c'est-à-dire qui donne des services professionnels, qui offre des prix, qui offre des services éco-responsables aussi pour nos artistes, qui a un développement en fonds de dotation et qui gère des ateliers résidences. On se rend compte dans la première colonne de la ville que nous, nous avons une place à faire. Donc, nous avons du travail parce qu'au plan législatif, nous ne sommes pas autorisés, évidemment, à donner des services qui paraissent là, dans la colonne, sauf pour le programme de bourse où on a modifié la réglementation. Le Conseil de la culture de l'Estrie, lui, et vous va pouvoir le commenter tout à l'heure davantage, mais ils offrent des services professionnels aux artistes par la voie de la formation continue. Ils offrent aussi, ils décernent des prix régionaux, dont le prix du calque annuellement, si je ne me trompe pas. Évidemment, le pôle culturel, il y a un projet là, de dotation et évidemment, la gestion des résidences où il y a un projet, entre autres, avec Humano. Pour l'Université de Sherbrooke, l'expertise est en développement par le cadre de notre entente spécifique en développement culturel, mais on pense aux chaires de recherche, par exemple, où il y aurait des spécialistes qui pourraient travailler avec des artistes. Et ils ont un prix littéraire aussi à l'Université de Sherbrooke pour les membres de l'Université de Sherbrooke.
Pour l'organisme de cause à effet, ce que nous en savons au moment où on se parle, ils ont une expertise en maillage hors affaires. Ils développent en ce moment une expertise en dotation. Et pour la gestion des ateliers résidences, ils sont à développer aussi le volet résidence d'artistes. Maintenant, autres partenaires ou institutions privées, Sporabol est vraiment un partenaire à ne pas oublier parce qu'ils sont spécialisés dans le hub numérique et ils ont, puis le développement de fonds de dotation, Sporabol aussi, ils travaillent et le Cégep et le CCRS en ont également, mais pour leurs membres. Alors donc, on n'est pas, ce ne sont pas des fonds de dotation destinés aux artistes sherbrookois, mais il y aura probablement par les voies de nos politiques culturelles moyen de se parler puis de communiquer à ce sens-là. Et la gestion des ateliers résidences Parabole, évidemment, en a pour ces artistes qui viennent de l'étranger. Ils en reçoivent et ils ont aussi tout un réseautage, évidemment, avec lequel l'organisme mandataire pourrait bénéficier et mettre en contact avec des experts en numérique qui sont en résidence chez Sporabol avec des artistes qui en feraient la demande. Maintenant, on arrive à la dernière phase, c'est ce que la commission veut savoir. Comment évolue en ce moment le projet? En ce moment, si, je vais vous donner les dates très, très prochainement, mais si l'organisme mandataire existait aujourd'hui, voici ce que la Ville pourrait offrir à ses artistes. Des services individuels, évidemment professionnels, un service bonifié du programme de bourse, une offre d'ateliers d'artistes, un fonds philanthropique dédié aux bourses, la promotion des projets en cours ou réalisés. Ça a été beaucoup demandé par nos boursiers qui réalisent des choses extraordinaires. On a un cinéaste qui a un film qui va probablement faire le tour des festivals et on n'a pas la plateforme pour pouvoir lui faire une promotion digne de ce nom. Et évidemment, il y a plein d'autres artistes qui mériteraient autant de visibilité. Alors, cette plateforme-là, elle serait très importante et elle est manquante en ce moment. Et le référencement. Beaucoup, nous, à la Division de la culture, on en reçoit. À quel endroit je peux trouver tel ou tel service? Donc, on réfère déjà à nos partenaires, mais ce serait un point central pour le référencement. Nous sommes toujours à travailler, on ne lâche pas sur la validation de la structure. Existe-t-il toujours des organismes actuels en ce moment à qui confier tous ces mandats regroupés? Pour le moment, la réponse est on est en exploration. Je vous dirais que c'est plus, je dirais pas non, parce que les partenaires ne sont pas fermés, mais ils nous disent, je ne peux pas prendre un mandat à temps plein pour la ville. C'est ça hein, qu'on demande. Et ce n'est pas tout à fait ce que nos partenaires nous disent qu'ils ne peuvent pas le faire nécessairement parce qu'ils ont leur propre mission, leur gouvernance et leur financement. Il existe des modèles partiellement similaires, donc à Longueuil et Saguenay, mais ce sont des modèles qui n'offrent pas de programme de bourse nécessairement, qui soutiennent aussi des organismes. Alors, c'est une hybridation, ça peut être très semblant à celui qu'on souhaite avoir, mais ce n'est pas un modèle tout à fait identique. Et finalement, lorsqu'on consulte nos partenaires, euh, l'ensemble nous disent qu'ils reconnaissent la pertinence du projet parce qu'ils reconnaissent que les services sont éparpillés, et s'ils étaient regroupés ensemble, à ce moment-là, les artistes seraient mieux servis par la ville. On n'oublie pas que la ville de Sherbrooke peut desservir ces organismes, mais lorsqu'un artiste cogne à la porte de la division de la culture, par la réglementation, on ne peut pas le soutenir financièrement, ni par des services, ni par des ateliers résidences, mais c'est ce qu'on souhaite faire. Je laisse la parole. Il nous reste quelques minutes pour notre partie à nous, deux petites minutes pour ma collègue Geneviève Mathieu et je termine avec la prochaine diapo, 2 minutes aussi. Alors Geneviève, je te laisse présenter les partenaires confirmés et à venir. Donc, on a essayé de schématiser un peu l'organisme là, que vous voyez avec une bâtisse. Donc, l'organisme, en fin de compte, va offrir ses services aux artistes professionnels en voie de professionnalisation et il pourrait aussi y avoir un volet en émergence. On va débuter par les professionnels en voie de professionnalisation, puis effectivement, le volet émergent, il doit être là parce qu'on doit effectivement s'assurer d'avoir l'élément de relève là, qui va être là. Puis on a des partenaires justement confirmés qui vont nous aider justement à faire en sorte que la clientèle émergente ait aussi des services. Donc, on a tout d'abord, comme on l'a dit, déjà l'Université de Sherbrooke avec l'entente. Ils ont une politique culturelle. On a la commission, le Centre des services scolaires de la région de Sherbrooke. On a une entente aussi au niveau du développement culturel, au niveau de la relève, puis effectivement avec le programme Culture à l'école.
le Conseil de la culture de l'Estrie avec le pôle culturel, c'est déjà engagé. Évidemment, on signe, on a une entente triennale avec l'entente de développement culturel du ministère de la Culture et des Communications. Puis, on a effectivement à l'intérieur de la ville certains programmes, services, et ce projet-là est en concordance avec notre politique culturelle. On est encore en phase de rencontre, de venir validation. Donc, cette semaine, on a rencontré l'équipe du Cégep de Sherbrooke. Ils viennent d'adopter aussi une politique en art et culture. Donc, ils sont en train de se questionner. Donc, on le voit bien comme étant un futur partenaire. Le regroupement au KGB aussi. Donc, ils ont des belles infrastructures, une belle offre. Alors, à ce moment-là, vont être approchés aussi. De cause à effet, on suit leurs travaux, leurs transformations. Donc, on va être en mesure de mieux clarifier puis d'identifier quels services l'éventuel organisme pourrait, en fin de compte, acheter auprès de cause à effet. Évidemment, Sporobol. Et il y a autres aussi organismes qu'on va pouvoir aller cogner à la porte. C'est pour ça qu'on les a identifiés avec un rond un peu picoté, justement pour dire que ce n'est pas signé, mais c'est déjà des partenaires que l'on voit bien qu'éventuellement, il pourrait y avoir des signatures d'entente. Merci Geneviève. Quelques secondes, parce que je sais que le temps est imparti. Alors donc, Geneviève, je te laisse commenter les phases jusqu'au mois de mai. Les phases Alors, réalisées. Parfait. On a déjà eu 2 rencontres avec le comité aviseur. Justement, je reviens au niveau du modèle d'affaires qui avait été déjà fait en 2019, mais on l'a repris, on l'a retravaillé avec l'aide d'Entreprendre Sherbrooke. On est en train de le valider. Comme je vous disais, on vient de rencontrer le Cégep de Sherbrooke et on poursuit, on rencontre. Ce qu'on veut faire, c'est d'identifier peut-être une firme qui va venir nous aider concernant le plan d'affaires, la gouvernance, le plan d'action et le cadre budgétaire. Donc, on veut vraiment aller se chercher une firme externe qui va nous aider justement à venir asseoir sur papier ce projet-là, de manière à arriver à venir vous revoir finalement, évidemment, cet automne, justement, pour venir vous présenter ce plan d'affaires-là. Mais juste avant de venir vous revoir, on veut animer un atelier de travail avec le milieu culturel. Donc, on veut inviter artistes et nos acteurs principaux du milieu culturel. On veut questionner justement ce modèle d'affaires-là, cette offre de service-là. On veut s'assurer de ne pas avoir oublié des choses. Est-ce qu'il y a des choses dans ce qu'on va présenter? On va vraiment les questionner. Est-ce qu'actuellement, il y a des manquements, il y a des services, y a-t-il des programmes ou des éléments qu'on a oubliés? Donc, on veut vraiment valider cet élément-là. Ce qui fait que lorsqu'on va venir vous revoir, ça va être clarifié et validé par le milieu. Donc, effectivement, suite à cette rencontre-là, l'idée, si ça va bien, ça sera en fin de compte d'avoir de vos recommandations pour le conseil municipal pour cette constitution de l'organisme à ce moment-là. Par la suite, on va se retrouver en 2024, justement, dans la démarche plus opérationnelle de la constitution de l'organisme, constitution de son conseil d'administration, des règlements généraux, de son fonctionnement. On va évidemment écrire des ententes pour mandater l'organisme et il y aura effectivement une embauche d'une direction générale et les activités de l'organisme devraient débuter au printemps 2024. Merci beaucoup, Geneviève. Alors donc, si vous permettez, maintenant, je vais passer la parole à mes invités. On est dans le dernier volet d'une dizaine de minutes. Donc, je vais passer mon écran à M. Pierre Minaud. Je vais afficher aussi là, la présentation du Conseil de la culture de l'Estrie. Merci beaucoup. Bonjour. Écoutez, le Conseil de la culture opère depuis 45 ans dans multiples volets. On se décrit comme un organisme de développement culturel qui opère à 360 degrés. Contrairement à des organismes qui interviennent en danse, en musique, en diffusion, en patrimoine, nous, c'est dans tous les secteurs, les organismes, les artistes. Donc, Angélique m'a bien briefé. Pierre, ne parle pas de tout ça. Résume-toi à ce qui converge avec. Alors, vous savez qu'on en couvre large, mais je vais quand même attirer votre attention sur ce qui vient toucher, dans le fond, le projet de mettre en place un organisme de soutien. Puis Marianne va compléter dans une deuxième partie où elle va présenter le pôle culturel, les activités qu'on y prévoit et quelles sont les convergences qu'il y a lieu de développer avec votre projet d'organisme de soutien.
Donc, oui, on est à 360, mais dans la mission intrinsèque du Conseil de la culture, c'est d'aider des organismes et des artistes. On le fait. Par exemple, le programme de bourse dans lequel le bourse régionale avec lequel, dans lequel la ville et l'ensemble des MRC sont partenaires pour un projet d'1,8 million sur 3 ans. Cette année, c'est la folie. On aidait 40 à 50 artistes et là, on en a aidé dans les 2 derniers mois 150. Il va y avoir une belle effervescence. Préparons-nous. Mais donc, on a dans notre ADN déjà, on fait de l'intervention, on se sert de notre service de formation. Le Conseil de la culture, comme tous les conseils de la culture du Québec, gère le développement professionnel de la région. C'est une entente qu'on a avec Emploi Québec. Donc, on intervient sous l'égide, dans le fond, du comité sectoriel de la main-d'œuvre. La responsabilité nous est donnée de développer une intervention et il y a évidemment beaucoup d'artistes qui profitent de ces formations. Aujourd'hui, je vais vous annoncer 2 grosses nouvelles. Une qui est sortie mardi, puis une qui est en train de sortir. Mais on y va sur le scoop, qui vont toucher directement, dans le fond, les activités potentielles de l'organisme de soutien. Donc, la première, c'est on travaille, et là, le communiqué est sorti lundi. Angélique, je t'ai amené un communiqué que je vais te laisser. C'est le CAL qui annonce une subvention d'1,2 million de dollars pour développer l'entrepreneuriat artistique basé sur une opération des conseils de la culture du Québec. Il y a 15 régions qui ont des conseils de la culture. Donc, on a un coordonnateur national qui intervient, qui coordonne l'ensemble de 15 intervenants dans les régions qui vont développer de l'expertise pour guider les artistes au niveau de l'entrepreneuriat artistique. En fait, le projet est déjà commencé, mais il était en sous-marin parce que ce n'était pas public. Là, c'est public depuis lundi, mais on avait déjà informé le comité de nos actions, dans le fond, à ce niveau-là. Mais ce que ça va faire, c'est que, alors, ça ne fera pas tout, là. Tu sais, c'est 1,2 million à l'échelle de la province, ce n'est pas grand-chose. Mais c'est assez pour développer une expertise, d'avoir des banques de données, des outils centralisés, d'identifier les meilleures pratiques. Puis parfois, quand on veut aider des artistes, la solution, elle n'est pas... Bon, là, le Vermont, on l'a peut-être le spécialiste ici, mais parfois, on pourrait ne pas l'avoir, mais on aura repéré qu'il est en Abitibi, ce spécialiste qu'on a besoin, et on va faire le lien. Donc, on est en train de développer, dans le fond, une expertise avec l'aide du CALC et du gouvernement du Québec pour être capable d'aider à partir d'ici. Donc, toute initiative qui vient bonifier. Alors, nous n'avons pas toutes les solutions. Donc, c'est pour ça qu'on voit tout à fait d'un bon œil la mise en place d'autant de ressources que possible pour aider les artistes, mais on développe quand même une expertise coordonnée au niveau national. Ça, c'est la première nouvelle. Donc, je te donne le communiqué qui vient de sortir. L'autre aspect qui n'est pas encore sorti, c'est au niveau de la formation continue. On opère donc à 360 dans tous les secteurs, mais aussi pour les artistes. Et on ne pouvait pas, sauf l'exemple que tu as donné tout à l'heure en compagnonnage, on faisait 3-4 sous la vieille formule là, en Europe, le compagnon maître, compagnon apprenti. Et donc, on travaillait à accompagner 3 ou 4 artistes et on ne pouvait pas faire de formation individuelle. Grand changement qu'on apprend il y a à peu près un mois. Finalement, l'ensemble des sommes dévolues à la formation continue au Québec pour le milieu culturel, qui était finalement dans les emplois Québec régionaux, est rapatriée au comité sectoriel de la main-d'œuvre, qui va, à partir donc de Montréal, développer un programme d'intervention nationale. Ce programme permettra ce que nous n'avions pas avant, de la formation individuelle, de sorte qu'on pourra se servir de ces fonds-là pour faire de l'accompagnement. Ça, c'était pas connu ça, mais c'est tout à fait nouveau. Nous, on le demandait depuis longtemps et donc on pourra intervenir spécifiquement sur des projets d'artistes et de les accompagner à partir de notre programme d'intervention en formation. Donc ça, c'est les 2 gros changements qui sont dans l'air. Mais derrière les interventions régulières du Conseil de la culture, dont l'accompagnement, le rôle conseil et la formation, on a aussi identifié 2 éléments, une pénurie de ressources financières au niveau des gouvernements et une pénurie de ressources humaines pour le milieu culturel. On a travaillé avec des partenaires et lors des États généraux, il est sorti la nécessité de développer une intervention visant la collaboration. Ah, pour moi, plus pour moi. Bon, il me reste 2 minutes pour moi. Pfiou, Marianne, on t'en laisse. C'est bien. Alors, ça va être assez. Alors, donc, où j'en étais? Donc, ah oui, donc on a développé en sus de l'intervention de base du Conseil, des interventions spécifiques avec le pôle culturel issu des États généraux
Et ce pôle culturel, la Ville de Sherbrooke nous a donné un coup de main pour le démarrer. Vous avez investi 80 000 dans le pôle. Cet investissement nous a permis de crédibiliser l'ensemble de la démarche. Aujourd'hui, la démarche est de 800 000 pour différents partenaires nationaux et internationaux aussi se sont joints au projet. Parce que vous savez, par exemple, qu'en Europe, c'est beaucoup plus fréquent. Il y a des regroupements d'employeurs, donc on partage les ressources qui sont parfois fragilisées dans les petits organismes à 2 jours semaine. Mais si ça en prend 2,5, ça fait un emploi à temps plein, ça fait que quelqu'un reste en emploi, s'il reste dans la région, est capable de vivre de son métier. Donc, on va travailler avec le pôle culturel sur différents aspects que Marianne va présenter un petit peu plus en détail. Donc, on a développé un grand partenariat. Je pense qu'au-delà de 25 partenaires, dont la Ville de Sherbrooke, dans le projet de pôle culturel, des partenaires internationaux, des organismes de la région. Et l'envergure budgétaire est signifiante qui va nous permettre d'arriver à des résultats. On appelle ce projet une recherche-action parce que c'est assez osé. On va, par exemple, dans 3 axes, les ressources humaines, les ressources financières et les ressources matérielles. Les ressources financières, on se concentre sur la philanthropie collective. Tous ces processus dans les 3 axes seront des processus collectifs et des démarches collectives de levée de fonds en philanthropie, il y en a peu. Il y en a s'entraide, ça dans d'autres domaines, mais dans les arts, il y en a peu. Donc, on est en recherche, on tâtonne, on travaille avec plusieurs spécialistes pour. Il y a des écueils, on est en train de regarder ça. Ça devrait donner des bons résultats et il y a des possibilités de maillage. C'est ce que Marianne va vous présenter. J'ai épuisé mon 2 minutes. C'est bon? Voilà. Bonjour à tous. Plus donc dans le concret du pôle culturel, donc qui s'articule autour de 3 axes. L'axe 1, le mandat, c'est d'identifier, de développer et de retenir les ressources humaines utiles pour le milieu culturel. Et au-delà, du partage de ressources, c'est vraiment de travailler avec tous les acteurs culturels, tous les employeurs culturels, donc les artistes sont des employeurs culturels, à cette responsabilité collective que c'est en travaillant ensemble, quand le secteur culturel va se regrouper, qu'on va pouvoir trouver les solutions qui vont permettre de répondre à tous les défis liés aux ressources humaines que tous les employeurs, en fait, mais beaucoup dans le milieu culturel vivent, qui est des taux de roulement importants, difficulté de rétention de la main-d'œuvre, difficulté de combler des postes. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de cet axe 1 depuis 2019, en fait, même avant qu'on articule véritablement le pôle culturel, on a mis en place un projet pilote de partage de ressources avec les ressources du Conseil de la culture de l'Estrie qu'on a mises à disposition du milieu culturel, des organismes et des artistes, pour voir s'il y aurait une réponse, s'il y avait un besoin, s'il y avait une réponse. Donc, il y a eu, dans la dernière année, 8 ressources qui ont été mises à disposition pour le milieu, et 26 organismes qui en ont profité. En fait, 26 partenaires, organismes et artistes qui en ont profité. Donc, on voit qu'il y a une réponse, que ça marche, mais c'est juste les ressources du Conseil de la culture. Là, le projet qu'on veut développer, qu'on veut déployer, c'est de voir est-ce que parmi les organismes ou les artistes, il y a des ressources qui ne sont pas utilisées tout au long de l'année et qui pourraient être offertes aux autres organismes ou aux autres artistes. Donc, les points de convergence avec le programme, c'est justement de pouvoir de profiter de ces ressources-là qu'on aura identifiées. En fait, on le voit dans ceux qui ont utilisé ces ressources, c'est 24 organismes sur les 26. Il y a juste 2 organismes qui ont pu en profiter parce que c'est une question d'accessibilité. L'idée, c'est quand on identifie des ressources et des expertises, on veut pouvoir les payer pour qu'elles conservent leur expertise et de pouvoir les retenir dans le milieu culturel. Donc, il s'agit de pouvoir améliorer aussi les conditions de travail des travailleurs du milieu de la culture. Et donc, ça a un impact sur leur accessibilité. Donc, c'est sûr que comme point de convergence, on verrait dans le programme de soutien qu'il puisse avoir une aide pour que les artistes aient accès aux ressources que le pôle culturel identifie. Également, on est en train d'embaucher une personne qui a une expertise en ressources humaines pour soutenir un plan d'action des RH en culture, qui veut dire donc identifier en continu les besoins des employeurs culturels et les ressources existantes et pertinentes pour le milieu.
Dans les autres points de convergence, Pierre l'a dit, on a un programme de formation continue. On va pouvoir mettre en place des programmes de formation individuelle. Ça a aussi un coût. Il y a 20% en fait du coût total qui est demandé aux artistes. Donc, il pourrait aussi là y avoir un soutien pour avoir accès à ces programmes de perfectionnement individuel qui soient courts sur des développements de compétences très précis ou plus longs avec le programme de compagnonnage. Au niveau de l'axe 2, donc là, on parle des ressources financières et nous, on se concentre sur la philanthropie. Le mandat, c'est de développer des actions concertées et collectives en philanthropie. Autrement dit, travailler sur une levée de fonds collective. Actuellement, on travaille avec 8 représentants du milieu culturel pour designer, ce serait quoi cette levée de fonds collective qui serait une première, en tout cas en Estrie, pour le milieu culturel. Et l'idée, là aussi, c'est de positionner le secteur de la culture comme un acteur majeur de la philanthropie, au même titre que les autres secteurs, comme la santé ou l'éducation. Là, les points de convergence avec le programme de soutien, c'est de travailler ensemble. C'est sûr que, idéalement, travaillons de concert, développons les stratégies de levée de fonds ensemble. C'est l'idée du projet, que l'ensemble des artistes ou des organismes se mettent en commun pour établir des stratégies et ne pas être en concurrence pour aller chercher de l'argent auprès des mêmes donateurs. Puis on pense que donc en se regroupant, on pourra aller chercher de l'argent auprès de grands donateurs qu'on n'est pas capable d'aller chercher actuellement. Vous pouvez avoir un fonds dédié qui viserait à augmenter votre capacité à soutenir le programme de bourse, mais les stratégies en amont pour aller chercher le donateur pourraient être faites de concert. Également, on est actuellement en embauche pour une ressource, doter le milieu culturel d'une ressource avec une expertise en philanthropie. Et c'est une expertise qui est très, très rare sur le marché du travail. Alors, c'est sûr que si on pouvait la développer et la retenir ensemble comme partenaire, on se donnerait toutes les gages de réussite de notre levée de fonds collective. Le troisième axe sur lequel on travaille, donc, c'est les projets immobiliers. Donc, on a 2 projets. Donc, l'idée, c'est d'acheter collectivement des espaces ou des ateliers de travail. OK, j'ai fini. On a 2 projets sur la table. Donc, il y a le projet de construction d'un hub créatif dans le centre-ville. Donc, actuellement, on explore peut-être l'idée de construire à côté de Sporobol sur l'espace qui sera prochainement vacant suite à la destruction du stationnement Webster. Mais on travaille aussi sur le projet de reconversion donc, du couvent Sainte-Famille et d'acheter collectivement 20 000 pieds carrés pour répondre aux besoins d'espace. On a 12 potentiels acheteurs, artistes et organismes pour acheter donc des espaces dédiés et collectifs. Que ce soit l'un ou l'autre de ces projets, la construction du hub ou le couvent Sainte-Famille, il y aura toujours un espace pour de la location. On n'est pas juste sur des espaces propriétaires puis plus de place pour le reste. Donc là aussi, il y aura des espaces disponibles pour la location et donc dans les points de convergence, la possibilité pour les artistes de la ville de Sherbrooke de recevoir du soutien pour accéder à ces espaces locatifs-là. J'ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Marianne. Merci, Pierre Minault. Alors, on sait qu'on a du retard sur l'horaire, mais on tenait quand même à vous présenter les partenaires avec qui on travaille. On vous laisse maintenant la parole pour des questions et commentaires. J'ai en ligne Paul, fait qu'on va laisser Paul, M. Gênes en premier. Merci, Madame la Présidente. Salutations à tous. Ça avance, ça continue à avancer. C'est un beau projet. Il y a déjà un bon bout de chemin de fait. Premièrement, je suis content de voir M. Philippe Cadieux en ligne, directeur du Bureau de développement économique de la ville de Sherbrooke. On le sait, on ne se le répète jamais assez, que la culture est un des 4 piliers du développement durable. Là, je vois qu'Anne-Jannick a souri un peu. Monsieur Minault, des bonnes nouvelles de votre part, surtout au niveau de la formation individuelle. C'est une grande lacune. On sait qu'un artiste, par définition, a une touche de rébellion. Donc, plusieurs artistes qui font des formations professionnelles, mais il y a aussi plusieurs artistes qui sont autodidactes.
Alors, ça peut être intéressant, là, ce volet-là. On a parlé de maillage art à faire. Évidemment, c'est le volet qui, à mon avis, est le plus sous-exploité dans notre belle ville. Il y a des gens d'affaires qui seraient prêts à enclencher le pas et qui ne voient pas de structure assez solide ou assez bien encadrée pour le faire. Alors ça, je pense qu'il faut miser là-dessus. Euh, Au niveau de l'organisme comme tel, le point de base, et j'étais sur l'ancien comité aviseur au tout départ, et notre mot d'ordre, c'était de mettre en place un organisme indépendant et souple. Alors, il ne faudra jamais oublier ça dans la suite de la démarche. L'indépendance et la souplesse. Donc, un organisme qui peut se revirer assez rapidement et qui peut sauter sur les opportunités. Très bonne idée d'avoir mis M. Fontaine d'Excellence sportive de Sherbrooke sur le comité aviseur. On sait que c'est un modèle qui a fait ses preuves et qui peut conseiller très bien là, au niveau de ce comité. Il ne faut pas oublier que ce programme s'adresse aux professionnels, mais aussi, on ne le mentionnera jamais assez, aux talents émergents. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Pour les artistes, les artisans sherbrookois ou les artistes artisans qui ont pignon à Sherbrooke. Anne-Jannick, tu parlais d'une plateforme, j'étais très heureux d'entendre ça, une plateforme pour la mise en valeur des récipiendaires et la reconnaissance de la ville de Sherbrooke. Effectivement, ça, c'est un point très, très indépendant, très, très important. Donc, l'atelier de travail, s'il peut ressembler à l'atelier qu'on avait fait dans le mandat précédent, c'est-à-dire d'inviter les artistes de tous azimuts, professionnels et non professionnels aussi. C'est sûr qu'en allant sur le terrain, là, on a le son de cloche véritable de leurs besoins et de comment ils voient tout ça. Et je terminerai par dire qu'il n'y a pas de locaux de pratique pour les musiciens à Sherbrooke. C'est un manque flagrant. Il y en a un petit et il n'est pas digne de ce nom. Donc, et on sait que Sherbrooke, par capita, produit des musiciens. C'est une des villes qui produit le plus grand nombre de musiciens au Québec. Donc, parmi les services qu'on pourrait offrir ou sur lesquels on faudrait miser, qui pourrait rendre vraiment un bon coup de main en partant, là, ça en serait un. Ça fait le tour pour ma part. Merci beaucoup. On continue le travail. Et pour l'atelier de travail, vous voulez inviter des gens du milieu. Moi, j'aimerais y assister et mettre mon chapeau d'artiste à ce moment-là. Merci. Merci, M. Geng. Petite question dans votre présentation. Vous aviez quand même un calendrier d'échéanciers. Vous avez décidé de ne pas le présenter ou vous allez revenir le présenter? On l'a présenté. Regardez, je vais juste vous le remettre. Ou je ne l'ai pas vu comme je l'ai vu? En tout cas, parce que je l'ai vu quand je l'ai lu, puis on dirait que je ne l'avais pas vu là. Mais c'est correct, j'ai peut-être eu un manque d'inattention. Ah, OK, c'est parce qu'il n'était pas sur le même Modèle format. Fait que je me additionnel. souvenais de l'avoir vu plus sur la ligne de temps comme ça. Fait que voyons, ça m'était resté, mais oui, on l'a vu ça, effectivement. Dans le fond, c'était mon tour de parole, puis c'est sûr que je vais faire référence à ESS, là, puisque je suis membre du conseil d'administration avec Joanie. On voit beaucoup le rayonnement que ça fait, puis la reconnaissance de par le milieu. Fait qu'on souhaite vraiment que ça ait aussi cet impact-là pour le milieu culturel. Ce que je me demande, quand on voit, j'ai pas vu avec les partenaires et tout, la part financière. Peut-être que la part financière, peut-être que c'est pas prévu, mais quand on regarde
je vais faire les différences avec ESS. Les partenaires majeurs, l'université, le cégep, ils ont eu des montants d'argent à mettre pour être des partenaires majeurs. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'autres partenaires après de services, mais je me demandais, je n'ai pas cru voir ça. Est-ce que ça va être simplement des partenaires de services ou il y aura aussi des fonds à mettre pour être partenaire? Je vais poser mes 2, 3 questions, puis vous pourrez répondre. Par rapport aux subventions, il y a le ministère qui finance aussi pour la réalisation de la mission ESS. Est-ce que le ministère de la Culture et Communication vont aussi financer ce genre d'organisme? Puis, y en a-tu d'autres au Québec, des organismes comme on veut faire? Tu sais, ESS était le premier, était le précurseur, mais par rapport à la culture, tu sais, y en a-tu d'autres ailleurs? Ou si on va encore paver le chemin, il doit en exister. Donc, y ont-tu du financement ailleurs? Parce qu'on présume que ça ne sera pas juste la ville et les philanthropes qui vont financer le tout parce que ça coûte beaucoup plus cher. Le fonds de roulement de SS, c'est beaucoup plus élevé que le montant que la ville. Tu sais, c'est 1/6 environ. Là, fait que, tu sais, c'est juste que je ne voyais pas ça dans la réflexion. Fait que je me pose la question. Et pour les philanthropes, tu sais, souvent, on va penser que qui a assez d'argent pour financer, mais on l'a très bien vu avec le centre de diffusion. La dame qui a quand même mis un bon montant d'argent, tu sais, qui a aidé à augmenter le capital à mettre. Fait que oui, il y a des gens qui sont passionnés de culture puis veulent redonner à la hauteur qu'ils sont capables de le faire. Donc, j'ai pas peur que s'il y a une ressource qui est attribuée à ça, qu'elle va réussir à aller chercher des sous, ce que la ville ne pourrait pas faire, elle, de son côté. Donc, c'est un plus pour l'organisme. Et puis, la dernière question, c'est un petit détail, mais je me demandais qu'est-ce qui fait. On a vu que l'Université de Sherbrooke était partenaire déjà, que le Cégep, ça s'en venait, il était dans les pressentis. Mais qu'est-ce qui fait, exemple, que Bishop est pas nulle part dans la liste ou tu sais, qu'est-ce qui fait il y a des institutions qui ont été choisies puis pas d'autres? Ça fait pas mal le tour de mes questions pour l'instant. Très bien. Alors, je vais aller succinctement. On va commencer par la dernière question. Alors, pour Bishop, évidemment, au départ, nous, dans le démarrage, nous allons avec des valeurs sûres, c'est-à-dire les institutions qui ont déjà une politique culturelle. Alors, puis Bishop en a probablement une dans un format qui est plus particulier, mais nous sommes à tisser en ce moment. Donc, pour revenir à ma réponse, au départ, nous tissons des partenariats avec ceux avec qui on a déjà des ententes. Et viennent ensuite, donc, c'est-à-dire le ministère, évidemment, l'Université de Sherbrooke, la CSRS, on a déjà des ententes de développement et Bishop, c'est à développer et c'est dans notre mire. Alors, donc, et pour d'autres partenariats aussi, qui incluraient aussi la Galerie Forman. Alors, donc, c'est à développer, mais on démarre avec une base, avec des partenaires qui sont confirmés, mais Bishop est dans la mire. Pour votre question maintenant concernant les subventions, l'organisme serait admissible probablement à des subventions lorsque nous allons monter le plan d'affaires, le plan d'action et le cadre budgétaire. Ça se fait très prochainement. Nous avons trouvé la ressource externe pour nous aider. À ce moment-là, va s'articuler les pistes de réflexion pour aller chercher le financement à part celui de la ville. Bien sûr, le fonds philanthropique, on ne peut pas compter là-dessus tout de suite parce que c'est des retombées qui vont venir ultérieurement. Mais quels seraient les partenaires qui pourront se joindre à nous? Pour le moment, le ministère de la Culture et de la Communication, dans le cadre d'une entente de développement à laquelle Mme Carrière pilote, le fait de travailler sur cet organisme-là, c'est admissible là, par un projet en ce moment. Alors, donc, ils sont partenaires avec nous et ce sera à l'organisme, s'il vient au monde, évidemment, avec l'accord du conseil. Lui, de par son indépendance, pourra aussi aller à ce moment-là recourir à des subventions possibles. Et c'est là qu'on va aller voir les modèles existants à Saguenay et à Longueuil, par exemple, qui sollicitent. Et c'est lorsqu'on va monter notre plan d'affaires qu'on va avoir des réponses. Alors voilà, est-ce que j'ai répondu à l'ensemble de vos 3 questions? Madame Belle-Rose. Merci. Bon, bonjour. C'est vraiment une belle initiative. J'imagine que c'est très, très stimulant de travailler sur ce projet-là, puis surtout que ça mobilise énormément le milieu. J'avais 3 petites questions. En fait, je me demandais la première, comment s'assurer que l'organisme
agissent dans une certaine équité selon les disciplines versus ce qu'on a déjà comme offre sur le territoire, puis éviter en fait une migration de nos artistes comme on le voit actuellement là, vers les grands centres urbains. C'est ça, je me demandais si cette priorité-là, cette préoccupation-là plutôt, était tenue en compte dans le développement de l'offre. Ensuite, je faisais aussi référence à ce qu'on connaît avec Excellence Sherbrooke. Et je me demandais s'il allait avoir des niveaux d'accompagnement parce que, tu sais, Excellence Sherbrooke a, tu sais, puis ici, à Sherbrooke, on a la chance d'avoir des vocations. Tu sais, un artiste peut partir avec, tu sais, un parcours dès l'école primaire et se rendre. Puis des fois, c'est assez extraordinaire ce qu'on voit qui sort chez la jeunesse, en fait. Donc, je me demandais s'il y avait des niveaux selon les âges. Je me disais qu'il y avait peut-être aussi un lien là à faire avec le besoin en le coup que mon collègue Jing a nommé, parce que c'est vrai que quand on est, exemple, musicien ou quelconque artiste, souvent on va se référer à notre institution de formation pour avoir accès à des locaux. Puis je me disais après ça, c'est vrai, quand on devient adulte puis qu'on n'est plus à l'université ou au cégep, ben, c'est là que le besoin apparaît finalement. Fait qu'il y a quand même un lien à faire avec les grandes institutions scolaires. Puis ma dernière question, en fait, j'étais surprise de ne pas voir le bureau estrien, l'audiovisuel et des multimédias, le fameux BEAM, parce que je trouve que, en tout cas, moi, de ma connaissance, de ma compréhension, il a fait un super bel accompagnement, des formations, tu sais, il accompagne plusieurs artistes, puis ils ont un rayonnement actuellement assez important, puis je me demandais si on n'était pas en train de passer à côté de quelque chose, à côté d'une belle opportunité de collaboration également, en les ayant pas dans nos partenaires. C'est bien. Alors, je réponds rapidement toujours. Pour le BEAM, comme je vous dis, les partenaires, on débute. Alors, et c'est un projet qui va être pérenne. Alors, on part avec des valeurs sûres et comme Excellence sportive, probablement sa première année, sa deuxième, sa troisième année, se grefferont des partenaires avec les besoins qu'ils viendront. Et le BIM, on n'oublie pas, c'est une organisation qui est régionale. On tente le plus possible de cibler des partenaires, pas juste municipaux, mais qui ont une retombée municipale directe. Le BIM en a un. Alors pour nous, on n'a pas tout inscrit, hein. Il y a un petit marqué autre, mais là-dedans, là, mais vous faites bien de le nommer parce qu'on va le noter là, dans nos dossiers. Maintenant, pour le niveau d'accompagnement, c'est pour ça que le Cégep de Sherbrooke et la CSRS sont avec nous. Hier, lorsqu'on a rencontré le Cégep de Sherbrooke, on a dit, vous avez un segment de clientèle finissant qui auraient besoin de cet organisme et ils sont aux prémices de mettre en œuvre leur politique culturelle. Elle est toute neuve, ils débutent, ils sont en train de construire un plan d'action et là, ils ont levé la main quand ils ont vu notre initiative et ils ont dit, oui, nos finissants, mais il y a des professeurs aussi qui sont artistes au cégep, en musique, en danse, en art visuel et qui auront besoin de cet organisme-là dans leur carrière, mais on cible vraiment la relève par la CSRS et évidemment le cégep, et éventuellement Bishop et Collège Champlain. Alors, donc, c'est dans nos cordes. Concernant l'équité, en travaillant le plan d'affaires, nous allons travailler comment élaborer un programme parce que toutes disciplines confondues. Alors, quel sera le mécanisme que lorsqu'un artiste cogne à la porte, il est assuré d'être reçu et lorsqu'il va déposer sa demande, elle va être traitée avec objectivité en tenant compte des fonds qui nous seront disponibles. Et ça, c'est un mécanisme, souvent c'est par des programmes qu'on le fait. On va consulter les ministères, ils ont des très beaux programmes qui pourraient être transposables, mais ça va rentrer dans notre plan d'affaires, notre plan d'action. Alors voilà un peu là pour l'équité. Juste pour ajouter, parce que tu sais, ma préoccupation, c'est de dire, je voudrais pas qu'on mette de côté des gens qui ont des besoins justement qui coûtent peut-être plus cher versus d'autres. Tu sais, selon Voilà. la discipline dans laquelle tu travailles, c'est ça, les coûts sont vraiment différents. C'est une très bonne observation. Et les niveaux de service, souvent les artistes, ils vont par phase. Ils vont dire peut-être, moi, je suis à une phase que, bon, il y a un coût tel. Puis si c'est plus dispendieux, on va se tourner vers un partenaire qui offre peut-être la formation adaptée. Puis on pourra peut-être payer à ce moment-là la moitié de la formation ou un 75 il y aura des modulations pour effectivement ne laisser personne sur la touche. Voilà. Merci, Mme Rose. Monsieur Lirette. Oui,
ben, je joins ma voix pour faire un accord majeur avec M. Paul Gingres, Mme Robichaud. Bon, ce sera plus qu'un accord majeur, mais bref, avec Mme Belle-Rose aussi. Donc, oui, j'applaudis. C'est une belle procédure, c'est un beau chemin qu'on a avancé. Et puis, moi, j'applaudis encore. Je réitère aussi l'idée d'intégrer Bishop's University parce que surtout si on veut faire de la formation individuelle, ce sont des gens qui ont déjà de l'expertise, là, même avec le Cégep de Sherbrooke qui est déjà approché. Donc, effectivement, j'appuie ça. Aussi, ce qui m'a été nommé beaucoup par des artistes que je connais, c'est beaucoup de besoins en termes de mentorat. Donc, des artistes de la relève qui ont besoin d'être mis en contact avec des gens qui savent déjà le métier, qui connaissent déjà à quelle porte cogner. C'est déjà adressé avec le programme de compagnonnage présentement au Conseil de la culture de l'Estrie, sauf que ça peut être bonifié. Et puis, il y a différents modèles qui existent présentement au Québec. Je pense à Première Ovation, entre autres. Je pense aussi à la Ville de Québec, qui a beaucoup d'aide aussi, non seulement au niveau de la relève, mais plus généralement. Je pense aussi à Aide au cinéma, quelque chose de très intéressant à la Ville de Québec. Il y a Pantoum aussi, un regroupement d'artistes que je trouve très, très, très stimulant. Donc, on a beaucoup de modèles sur la table. Moi, je souhaite la plus belle continuité à ce projet-là. Je rêve peut-être au Conseil des arts de Sherbrooke. Bon, peut-être un jour. Un nom, hein? On va trouver un nom à un moment donné. Oui. Je vous remercie, M. Lirette. Et en terminant, je salue la présence de mon collègue Philippe Cadieux parce que le volet entrepreneur, il va être arrimé aussi aux expertises possibles d'entreprendre Sherbrooke. Alors, on a des discussions à venir, M. Cadieux, mais et le volet culture, tourisme et le volet économique, ce sont des vases communicants et cette fois-ci, on a peut-être la bonne combinaison pour que l'énergie puisse circuler entre les trois piliers et il y a toujours le quatrième, comme dirait M. Gingres aussi, on ne l'oublie pas. Alors voilà, je salue aussi mes invités, je les remercie, mes collègues aussi qui m'ont assisté et je vous laisse le mot de la fin. Je vais aller. Est-ce que votre question est rapide? Votre intervention, M. Gingres, est-ce que c'est rapide? Oui, c'est très rapide, oui. Allez-y. Vous pouvez compter sur un allié sur la Commission de développement économique concernant la culture. Vous pouvez en être rassuré. Et Mme Belle-Rose parlait de migration des artistes vers les grands centres, mais on a vu aussi un phénomène. Dans les dernières années, il y a une migration vers Sherbrooke aussi. Et on peut s'en réjouir parce que les artistes aiment bien venir ici et s'y établir. Merci beaucoup. Merci, M. Gingres. Merci, M. Gingres. Merci pour cette présentation-là du suivi de la démarche. Hein. Fait que, on vous revoit quelque part en septembre, si je ne me trompe pas. Hein? Exact. Fait que bon été, bonne fin de journée à vous deux, à vous trois, je dirais, mais je sais que Mme Lépine reste avec nous donc. Pour le prochain point, Mme Andréane, concernant la version finale du programme de communauté, en fait, qu'on a discuté grandement la dernière fois. Il fallait revenir, dans le fond, en version finale avant de le faire cheminer. Donc, s'il y a des petits ajouts, des modifications, je vous laisse la parole. En fait, là, il n'y a pas eu de modification suite à la dernière commission. Les membres n'avaient pas apporté de modification au projet proposé. Donc, en fait, c'est simplement ce qu'on a vu la dernière commission qui chemine aujourd'hui en version finale. Parfait. Donc, si, pour faire ça dans les règles de l'art, on va dire ça comme ça, la recommandation. Mon Dieu, je tout croche, les lunettes tout croche. Oui, vas-y, Mme Rose. Parce que dans le fond, la dernière fois, j'avais parlé de la. Tu sais, puis là, j'ai compris dans le sommaire décisionnel que l'aspect financier n'était pas dans la résolution. Donc, tout le tableau dans la fiche technique ne sera pas là. Parce que moi, j'ai quand même le souci de la. Tu sais, j'avais apporté la pondération selon l'envergure de l'événement. Ouais. En fait, il y a deux aspects. Là. Le volet soutien financier, les 5 scénarios qu'on a étudiés ne sont pas dans la recommandation, effectivement. Par contre, le tableau avec les critères
sont dans la recommandation. Par contre, ce qu'on est en train de faire, on s'est déjà mis en action pour pouvoir évaluer votre proposition, notamment avec nos collègues du Bureau de l'environnement. Donc là, cet été, on va aller visiter 10 petits événements. C'est Five qui a le mandat, puis ils vont pouvoir nous revenir avec comment est-ce qu'on peut mieux supporter les initiatives éco-responsables dans de petits événements à petit budget. Donc, une fois qu'on va avoir eu cette étude-là, ce contexte-là, ben, je pense que ça va être plus facile de prendre une décision par rapport à comment est-ce qu'on devrait le financer. Puis notre programme, on peut y apporter des modifications quand on veut, là, il n'y a pas de souci. Parce que ma préoccupation, c'était pas lié aux petites fêtes, mais à l'inverse, aux grandes fêtes, de dire, ben, par exemple, pourquoi le bonus est le même selon le critère, exemple, éco-responsabilité, alors que la fête va générer beaucoup plus de matières résiduelles, parce qu'elle accueille beaucoup plus de participants. Ben, dans petits événements, moi, j'englobe les 3 catégories, donc voisinage, quartier, puis arrondissement. Dans le fond, c'est pour faire la distinction avec les événements majeurs, notamment. Parfait. Parce que je pense que c'est ça va être plus incitant si le bonus est plus grand selon la grandeur de la fête, là. Exact. Ben, je pense, de mémoire, on avait aussi dit que, tu sais, pour cette année, les budgets avaient été donnés pour les fêtes de cette année. Puis selon la DANI qui va être votée, ben, la répartition des montants va être un petit peu un peu différente. Puis là, on pourra mettre, mettons, 400 pour la petite, 600 ou 800 pour la moyenne, tu sais, dans le tableau, là, les 3 niveaux. OK. C'est parce que ça C'est ça l'occasionne qui des coûts. expliquerait que la pondération, elle reste comme ça. Ça l'occasionne des coûts, mais on sait que si la DANI passe lors du conseil du budget, ben là, on pourra dire on a tant d'argent, comment qu'on veut répartir puis bonifier certaines lignes versus d'autres. Tu sais. Fait que ça, c'est de la façon que ça a été fait pour les projets de cette année, dans le fond. OK. Moi, j'ai compris ça comme ça. Ben oui, Dans le sens que si effectivement. on a des sous supplémentaires, on va pouvoir venir bonifier chacun des montants distinctement. Là. Mais vous comprenez que mon opinion, c'est de dire, je pense que, exemple, les critères doivent être mis en valeur davantage. Fait que là, plus la fête est grande, plus le budget est grand. Donc, les critères devraient avoir un plus grand pourcentage du financement total de Oui, l'aide. je comprends tout à Mais fait je comprends aussi. votre préoccupation. Ouais. Parfait. La plus grande des petites fêtes. Exact. Si on fait une différence avec les événements majeurs, mettons, là, c'est la plus grande des petites fêtes devrait avoir plus que la plus petite des petites fêtes. C'est ça. Donc, on disait que la recommandation, tu sais, si vous en avez pris compte, ce serait que la Commission de la culture du sport recommande au conseil municipal d'adopter le programme de soutien aux événements de proximité communauté en fête, le nouveau nom, sans les paramètres financiers tels que présentés. C'est ce que Mme Ferland vient de dire, puisqu'ils vont être votés au conseil municipal. Et qu'ils soient annexés à la présente résolution pour en faire partie, de mandater les services de communication afin de modifier le site Web, de réaliser le document du contenu du programme pour les organismes et le formulaire à la suite de la recommandation du conseil municipal sur le scénario financier et le programme qui sera voté au conseil municipal. Donc, est-ce que vous en faites la recommandation telle que proposée par les services? Madame Belrose dit oui, Monsieur Guillaume il dit oui et Madame Boileau aussi. Donc, c'est réglé. Vous pourrez faire suite. Donc, c'est bien, on vient de gagner un petit peu de temps qu'on avait estimé. On est rendu au dossier numéro 7 relatif au sport et au plein air. Donc, nous en sommes à la présentation de la 58e finale des Jeux du Québec. Bonjour, Monsieur Proux. Donc, bonjour. Effectivement, 10 mois avant les Jeux, un peu moins maintenant. Je suis accompagné de M. Jocelyn Proux, directeur général du comité organisateur de la 58e finale des Jeux du Québec, Sherbrooke 2024. On vient faire un petit bilan d'avancement, là, puis un état des lieux. Je vais rapidement céder la parole à Jocelyn. Et par la suite, si vous avez des questions ou des commentaires, on aura une courte période d'échange sur le sujet. Donc,
Je partage. Et voilà. Et à toi la parole, Jocelyn. Merci beaucoup, Nicolas. Bonjour tout le monde. Merci de me recevoir pour une deuxième fois à la commission. Ça me fait plaisir d'être là pour faire état là, des travaux d'avancement pour les Jeux du Québec. Au niveau d'abord des ressources humaines, on est maintenant 19 personnes qui travaillent à temps plein sur le projet. On a le comité de direction de 7 personnes. On a une graphiste qui est là à temps plein également. Puis 10 nouveaux coordonnateurs qu'on a engagés au mois de mars pour les différents services qu'on a à offrir pendant les Jeux. Quand on parle de services, on parle d'hébergement, d'alimentation, transport, etc. On aura d'autres coordonnateurs engagés au cours des prochaines semaines, puis une dizaine d'agents qu'on va engager à l'automne pour finalement être sur le terrain pour la préparation et la présentation des Jeux du Québec. Au niveau des faits saillants, rapidement, vous mentionnez ce qu'on a fait au cours des derniers mois depuis qu'on a eu la chance de présenter à la commission. En novembre, on a eu un spectacle bénéfice avec Charlotte Cardin, 2 soirs au Théâtre Granada. Ça a été vraiment un spectacle très bénéfice, on peut le dire, parce qu'on a amassé près de 40 000 et ça a été un véritable succès. Ça a été notre première grande activité de financement là, qui a été un succès. Par la suite, on a évidemment dans le mandat des Jeux du Québec, au-delà d'organiser les activités sportives, on a également un mandat de faire la promotion des saines habitudes de vie. Puis, on avait choisi, le comité organisateur, de présenter une course dans les sentiers de les pistes cyclables de la ville de Sherbrooke, également au parc Jacques-Cartier, pour finir au parc Jacques-Cartier. Et ça a été, je pense, encore une fois, un très grand succès. On a eu 650 inscriptions pour cette course lumineuse en soirée. C'était le début du carnaval également. On s'est fait jouer un tour, par exemple, parce que c'était un peu froid. On a eu une fin de semaine très, très froide. Malgré tout, il y a plus de 400 personnes qui ont participé à l'événement et je pense que les gens ont beaucoup apprécié là, cette formule de course en soirée illuminée sur le parcours avec la fin qui se faisait au parc Jacques-Cartier autour du lac des Nations. Alors, ça a été un beau succès. C'était complètement gratuit pour la population. Puis, finalement, on a donné 400 tucs avec lumière aux participants identifiés, évidemment, à la 58e finale des Jeux du Québec. Au début du mois de mars, le 1er mars, on a fait une conférence de presse pour marquer vraiment à 1 an des Jeux du Québec, où on a eu l'occasion, entre autres, d'annoncer l'animateur des cérémonies d'ouverture et de clôture qui vont se dérouler au Palais des Sports de Sherbrooke. Et c'est un jeune humoriste sur Internet, Danick Martineau, un jeune homme de Quaticook qui va avoir le plaisir d'animer ces cérémonies. Il faut dire que c'est un jeune homme, un jeune humoriste très, très connu auprès des jeunes. On voulait trouver un animateur qui allait vraiment rejoindre les jeunes participants de 12 à 17 ans. Et juste pour vous donner un exemple, il y a plus de 6 millions de clics de ces vidéos depuis qu'il fait ça, depuis quelques années. C'est un jeune homme de 26 ans. Donc, on était très heureux qu'il accepte cette invitation-là. On a aussi annoncé un spectacle bénéfice avec Vincent Vallière, un artiste de Sherbrooke, originaire de Sherbrooke, qui va avoir lieu le 25 octobre prochain au Théâtre Granada. C'est un super spectacle, mais il y aura également la possibilité pour les gens de Sherbrooke et de la région d'acheter des billets pour le balcon uniquement pour le spectacle. Dans les autres faits saillants, on a aussi, au début mars, du 1er au 11, avec l'équipe de direction puis des coordonnateurs qui étaient déjà en poste, on s'est rendu à Rivière-du-Loup. C'était la 56e finale. C'était une chance pour nous, parce qu'il y avait eu un report de la finale de Rivière-du-Loup, de pouvoir assister aux Jeux du Québec, des Jeux d'hiver. Donc, évidemment, ce sont les mêmes sports qui vont être présents à Sherbrooke. Alors, c'était pour nous vraiment un transfert de connaissances extrêmement important qu'on a pu faire là-bas en rencontrant le comité organisateur, puis les différents bénévoles, tous les gens qui étaient impliqués dans les Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Alors, ça nous a permis de voir ce qui s'était fait de très bien là-bas. Il y a eu beaucoup de choses. Ça a été vraiment de beaux Jeux d'hiver. Et de voir peut-être certaines choses aussi qu'on pourrait améliorer du côté de Sherbrooke. Donc, ça a été vraiment une présence très fructueuse pour le comité organisateur. En avril, on a fait un exercice qui est très important pour nous parce qu'on a fait le dernier bilan financier à venir la prochaine année.
qui représente quand même 85 du budget de 7,9 millions pour les Jeux du Québec. Le budget a été adapté au fil du temps là, depuis les derniers mois parce qu'on a ajouté des dépenses, mais on a ajouté également des revenus dans le budget. On a commencé avec un budget de 7,1 millions, mais au niveau des activités de financement, on a ajouté des gros événements avec de grosses dépenses, mais de gros revenus également. Alors, c'est ce qui a fait grimper le budget. Alors, c'était pour nous un exercice très important parce que 85 des dépenses dans les 10 prochains mois, fallait vraiment faire des prévisions assez près de la réalité pour être sûr de livrer comme on le veut le legs de 400 000 aux associations sportives et aux infrastructures à Sherbrooke. Et finalement, en avril, on a eu une bonne séance de travail avec Sport Québec pour valider notre plan final d'attaque pour les Jeux de Sherbrooke. Et on a aussi, que vous n'avez pas dans la présentation, mais aussi annoncé 2 partenariats importants pour nous avec des organismes culturels de la ville de Sherbrooke, Labo Crackboom et Axil, qui vont faire une première partie aux cérémonies d'ouverture, puis une première partie aux cérémonies de fermeture. On a eu des ententes avec ces 2 organismes culturels à Sherbrooke-là, puis il y a plus d'une centaine de jeunes qui vont participer aux cérémonies d'ouverture, de fermeture. Donc, je pense que c'était une belle porte ouverte pour le milieu culturel, pour les jeunes de Sherbrooke, de pouvoir réaliser un événement dans le cadre des cérémonies dans un palais des sports qui sera plein. Alors, on était très heureux de ces ententes-là avec Labo Crackboom et avec Axil. Ce qui s'en vient maintenant au cours des prochains mois pour les Jeux du Québec, à partir du mois de juin, le comité organisateur sera très présent dans les différents festivals, dans tous les événements, autant à Sherbrooke que partout dans la région de l'Estrie avec notre mascotte Rafale. Évidemment, pour mobiliser la population, pour parler des Jeux du Québec, pour commencer tranquillement à prendre des noms pour les bénévoles, parce qu'on va en avoir besoin de beaucoup. Vous le savez, environ 2500 à 3000. À l'été également et à l'automne 2023, notre équipe du comité des Jeux va se promener dans les camps de jour à Sherbrooke et à l'automne dans les écoles primaires pour faire la promotion du sport. On a choisi 4 sports où on va aller dans les camps de jour et dans les écoles primaires du centre de services scolaires pour expliquer aux jeunes c'est quoi ces sports-là, comme par exemple le curling, des sports peut-être un peu moins connus, l'haltérophilie, le basketball en fauteuil roulant. Alors, on va aller présenter ces sports-là aux jeunes, on va les faire participer. Alors, je pense qu'il y aura une belle interaction avec la population de Sherbrooke. En septembre, c'est évidemment très important pour nous parce qu'on va lancer officiellement notre campagne de recrutement avec le programme des Jeux du Québec qui s'appelle Pro-Jeux, où l'objectif est de recueillir 2500 bénévoles pour organiser les Jeux du 1er au 9 mars 2024. Alors, donc, 2500 bénévoles, c'est beaucoup, mais on est très confiant d'atteindre cet objectif-là. En octobre, ben là, on va revenir évidemment avec le spectacle de Vincent Vallière le 25 octobre. En novembre, ben, je vais vous titiller un peu là, parce qu'on va faire une annonce extrêmement importante parce qu'on va avoir un événement majeur à Sherbrooke pendant les Jeux du Québec. Évidemment, il y a une entente de confidentialité à ce moment-ci avec le spectacle qu'on va présenter. On ne peut vous en parler, mais ce sera un événement vraiment important à Sherbrooke. Et en janvier, ben, ce sera la dernière relance de notre campagne de recrutement parce que il y a beaucoup de gens depuis un an qui me disent est-ce que vous commencez à prendre les noms les bénévoles, mais ça se fait beaucoup. Je vous dirais que dans les 2-3 derniers mois, on va chercher près de 2000 bénévoles. Là. Dans les premiers mois, c'est plutôt lent. Et plus on approche de l'événement, plus les gens sont impliqués, plus les gens se sentent impliqués et plus c'est facile là, de trouver les noms pour s'impliquer dans notre événement. Alors, ce sont les événements à venir. Au niveau de l'organisation comme telle, plus technique, il y a des moments importants. On a un premier lac à l'épaule qui est prévu avec les 200 bénévoles organisateurs des comités de gestion par site en septembre 2023 à Sherbrooke. En octobre, il y a la visite technique numéro 2 de toutes les installations sportives avec les 19 fédérations sportives du Québec qui viennent chez nous à Sherbrooke visiter les différents sites pour apporter les derniers ajustements.
En novembre, ce sont les 19 chefs de mission des régions du Québec qui viennent à Sherbrooke pour discuter avec nous, pour rencontrer les organisateurs, visiter les sites. Et à la mi-février, c'est le deuxième lac à l'épaule avec tous les organisateurs bénévoles. On parle de plus de 200. Et là, c'est des mises en situation où Sport Québec nous improvise des mises en situation qui peuvent réellement arriver. Quand on est allé à Rivière-du-Loup assister à ces mises en situation-là, puis on trouvait ça un peu loufoque. On trouvait des fois c'était exagéré. Puis finalement, à peu près toutes les mises en situation de Rivière-du-Loup sont arrivées pour le vrai en mars dernier. Entre autres, une cyberattaque la veille des Jeux du Québec où ils ont perdu complètement les courriels de l'organisation des Jeux et de toutes les fédérations sportives à travers le Québec. Alors, c'était dans les mises en situation un mois avant, puis finalement, ça s'est concrétisé. Alors, c'est des événements qui sont extrêmement importants pour nous dans les événements à venir. Alors, c'est pas mal ce qui fait le tour là, des faits saillants actuellement. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à l'organisation des Jeux. Je vais laisser ma collègue Boileau qui m'a fait signe qu'il voulait parler. Je vais y aller après. En fait, précision, la présentation qu'on a sur le CSP puis celle qu'on a vue à l'écran n'est pas tout à fait pareille pour la diapo numéro 4. Si vous retournez dans votre présentation, c'était écrit 77 de... Attends un peu, trouver- de 7,3 millions, tandis que sur le CSP, c'est les mêmes chiffres que vous avez dit. Là. J'ai dit 80, hein? Ouais, Oui, c'est ça, je fait que- m'excuse, je n'ai pas présenté le bon c'est document à les bons l'écran, chiffres. mais c'est dans le CSP que vous avez la bonne Les chiffres que information. monsieur a dit. OK. Exact. Puis, OK, on ne peut pas savoir ce qui se passe en novembre, mais est-ce qu'on peut réserver une date pour que notre agenda se remplit vite? Oui, ben pendant les Jeux, Ouais. Non, durant la période des Jeux. Si vous réservez votre mercredi, là, ce serait un bon soir. Parfait. Est-ce que mes collègues aussi ont d'autres commentaires? Sinon, je vais aller avec les miens. Sans en même temps vous dire félicitations, vous avez fait du bon travail. On voit que vous êtes vraiment bien préparés, puis en tout cas, j'ai bien hâte de voir les résultats. Merci. OK. Ben, c'est sûr que je dirais à mes collègues, tu sais, vraiment d'assister aux rencontres, on voit comment que l'équipe est très, très dynamique, très organisée, autant avec M. Auré à la présidence du conseil d'administration Sport Québec. À chaque fois, nous a dit comment que les jeux étaient d'avance sur leur préparation, puis comment qu'ils n'étaient pas inquiets envers l'édition qui s'en venait. Donc, c'est tout à votre honneur. Puis, je suis contente que vous ayez parlé du milieu culturel parce que je me l'étais noté. J'avais dit, ah, vous auriez dû en parler parce que, tu sais, pour une fois qu'on marie bien sport et culture, tu sais, je trouvais que ça méritait d'être souligné. Donc, Si vous me permettez, Mme Robichaud, je vous ai parlé de la Boom, mais ce qui est intéressant dans ces deux projets-là qui sont présentés par les organismes culturels, la Boom va travailler avec l'école de cirque de Sherbrooke, pour les marionnettes géantes, ça sera la chiffonnerie. Il y a le module parcours qui va participer, puis l'harmonie de l'école Mitchell-Moncane dans le projet pour les cérémonies d'ouverture. Puis pour les cérémonies de clôture, Axel va travailler avec Sankofa, qui est de la musique corporelle, et avec le Musée des Beaux-Arts. Alors, non seulement il y a ces deux organismes-là, mais en plus, ces deux organismes-là travaillent avec plusieurs autres organismes du milieu culturel à Sherbrooke. Alors, je pense que c'était vraiment là, un beau travail d'équipe du milieu culturel. Là. exact. Puis, on a vu dès la journée même ou le lendemain de la conférence de presse qui annonçait déjà qu'ils cherchaient 50 jeunes pour Axil, pour monter les chorégraphies et tout. Là. Fait que c'est intéressant de voir la dynamique. Pas de commentaires? Parfait. Ben merci. Fait qu'on se revoit bientôt Très bien. dans vos Merci locaux. beaucoup. Ça Merci fait à toi. plaisir. Donc, on a fait le tour juste avant de quitter. Juste rappeler, dans le fond, que notre Assemblée générale annuelle de la Commission se tiendra le 15 juin, 13h30, au Centre culturel Pierre Gobey sur la rue Aubois-Sud. Donc, il y aura 30 minutes de résumé de ce qui s'est passé dans la dernière année, bien, depuis le début de la commission, finalement. Et ensuite de ça, il y aura 2h30 d'échanges et de discussions sur différents sujets qu'on va pouvoir faire avec les invités qui seront sur place. Donc, je souhaite une belle fin de journée à tous. J'ai hâte de vous rencontrer à l'AJA pour qu'on puisse discuter sur les sujets à venir. Sur ce, bonne fin de journée, mes collègues, et à la prochaine.